et qu'on pouvait aussi regarder ce phénomène de cette façon-là. Et que de façon générale, on ne pouvait pas rester constamment dans la déploration du monde comme il ne va pas, du monde comme il va. Qu'il y avait aussi, qu'à l'intérieur de ce qu'il y a de plus mortifère, croit aussi ce qui sauve, et qu'en l'occurrence, ce qui nous sauve, c'était la liberté que nous avions d'envisager cet individu, cette monade, seul dans sa chambre, regardant son écran d'ordinateur, et faisant paradoxalement la découverte de l'altérité. Voilà, donc pour répondre à votre question, pour commenter la question que je pose à Jean-François, à laquelle il ne répondra pas, et à laquelle il m'a jamais répondu d'ailleurs, c'était, je lui faisais une objection augustinienne. Le Mac portable est un outil augustinien. C'est bien, en plus vous avez évoqué la monade, ce que je trouve absolument fabuleux, puisque tout est à partir de son propre fond. Et surtout cet enfermement, rejoint peut-être ce que vous nous disiez, Madame Delsol, ce lien que vous avez établi avec cet enfermement peut-être qui fait qu'on est dans un repli sur soi et que l'on prend peut-être la culture qui est la nôtre comme culture d'exemplarité. Et j'aimerais peut-être que vous reveniez sur ce point, parce que c'est vrai que Jean-François Mattei a développé cette idée, et l'avait-il pas déjà abordé dans la question de la barbarie, justement, lorsqu'il parlait de cet enfermement sur soi, et qu'il a généralisé cette fois-ci à la notion de culture, peut-être parce qu'il avait intégré davantage l'esprit de la culture chez Hannah Arendt, qui voulait peut-être faire une passerelle. Chez Patočka, je pense que plus tard il a approfondi Patočka, et d'ailleurs comme nous tous, parce qu'au fond, les textes de Patočka ne sont pas tous sortis très tôt, ils sont effectivement parus chez Verdier, les premiers assez vite, mais après, et comme on est tous pareils, on ne lit pas le tchèque, donc je pense qu'il a approfondi ça plus tard, et je crois que ça a dû jouer aussi. Patočka est extraordinairement européaniste. Et je pense que c'est dans cette foulée-là, enfin, il y a certainement une influence. Mais de quel enfermement parlez-vous? Il y en avait deux en réalité, il me semble, si j'ai bien saisi ce que voulait nous dire Jean-François, enfermement par rapport à la question de la barbarie, et qui faisait que l'autre, normalement, quand il m'était étranger, parce que j'avais pris comme modèle ma culture, pouvait peut-être sembler être barbare, et puis l'enfermement par rapport à la question posée dès l'introduction dans la préface, plutôt par Raphaël Enthoven, cet enfermement qui fait qu'on s'éloigne peut-être de l'image. Oui, alors là, il me semble que ça commence facilement avec la barbarie intérieure, et même probablement avant. C'est vrai que je pense que la question du point fixe que j'ai évoqué tout à l'heure est très importante à ce niveau-là. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de point fixe d'où on pourrait regarder que l'on s'enferme dans quelque chose qui tourne en rond, je crois. Surtout qu'il a fait allusion justement très largement au début de son ouvrage à la question de l'humanité, une humanité qui petit à petit se cherche, en tout cas cette question d'humanité qu'on ne reconnaît plus, ou la définition en tout cas qu'on lui attribuait, et on a l'impression que l'homme devient cet homme coquille vide, en tout cas dans lequel il se perd lui-même, et d'ailleurs la fin dans l'ouvrage de Jean-François précise bien que c'est comme si on cherchait un point pour dessiner un cercle, et que le point lui-même est mouvant, on l'a un peu perdu. Et donner de l'humanité et donc de l'humanisme une définition extrêmement étroite. Et par conséquent, dès qu'on sortait de l'humanisme chrétien, on était vite quelqu'un de pas humaniste. C'est là que les débats étaient intéressants. Tout à fait. Alors justement, ça va me permettre de poser une question à Pierre-Henri par rapport à la question justement de cette indignation. Puisqu'on voit bien qu'il y a tout un travail de déconstruction. Alors, on a compris qu'il y a un pessimisme philosophique, qu'il y a dans l'idée de cette indignation une révolte intérieure. Je pense dont nous nous révoltons, disait Camus. Mais n'y aurait-il pas aussi quelque chose qui fait qu'il y a une colère contre le fait qu'après la déconstruction, que reconstruire? Parce que je crois que la grande question, la question sous-jacente, elle est là, puisqu'on est dans un travail de généalogie, comme l'a dit Raphaël Enthoven. Comment, à partir de la généalogie, donc, tout ce qu'on a tiré de cette histoire de la philosophie et de notre pensée individuelle, bien sûr, comment ensuite être dans un prolongement, et après tous ces penseurs de la déconstruction, Deleuze, bien sûr, Derrida, comment reconstruire? Et que reconstruire? C'est vraiment un problème de fond. Hein. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a à faire en philosophie. Voilà. On a eu une phase de construction, des grands fondements, on a eu la déconstruction, il y a eu, le cas échéant, la déconstruction de la déconstruction.
est-ce qu'on va déconstruire la déconstruction de la déconstruction? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les chantiers ouverts? Moi, je me situe dans... Et c'est cette conversation qu'on a pu avoir de temps en temps avec Jean-François, enfin, qui me paraît vraiment le chantier par excellence. Je reprendrai l'image de Nietzsche, qui est un peu décalée, mais Nietzsche compare un peu la modernité, pas exactement ça, mais peu importe, à l'image du baron de Munchausen. Du baron de Munchausen, vous connaissez cette histoire du baron germanique à qui il arrive toute une série d'histoires extraordinaires. Et à un moment donné, ce baron tombe dans un marais et il ne sait pas comment s'en sortir jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale de se tirer lui-même par les cheveux. Et ça marche. Évidemment, ça nous fait tous hurler de rire parce que c'est absurde et ça ne marche pas. Eh bien, la modernité, c'est ça. La modernité, c'est la capacité à, pour l'homme, sans aucun fondement, sans aucun point fixe extérieur, ni la tradition, ni le cosmos, c'est-à-dire l'idée d'un ordre harmonieux, ni la colonne vertébrale théologique, c'est-à-dire sans point de force extérieure, la capacité absurde de se tirer soi-même par les cheveux. On peut dire que ça n'a aucun sens et que ça n'arrivera jamais, et que ça échoue. C'est ce que fait par exemple Rémi Wragg. Il dit ça ne marche pas. Voilà. On reste dans le marais, on s'enfonce. Hein. Ma conviction, c'est qu'il y a quelques ressources. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de transcendance en l'homme pour que l'homme trouve en lui-même les ressources pour se tirer par les cheveux. Il y a un truc qui marche, bon, on va dire pas très bien, mais ça s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est exactement ça. On peut dire que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas le problème. C'est pas que ça ne marche pas, c'est évident que ça ne marche pas. Le problème, c'est que ça marche un peu. Voilà. Et qu'on vit depuis quelque temps là-dessus. L'éducation n'a plus aucune raison de marcher. La transmission, le passé, les vieux sont des cons, les vieux cons, jeunes cons, sans lien les uns avec les autres. Pourtant, ça marche un peu. Et ça marche non seulement un peu, mais c'est l'élément qui nous enchante le plus. Je le disais pour l'autorité, je le disais pour les âges de la vie. Inversons la charge de la preuve à l'égard de la modernité. N'essayons pas de la dénoncer en disant qu'elle ne marche pas, essayons d'explorer ce qui fonctionne. C'est ça le mystère. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne. C'est ça qui me passionne, c'est ça avec lequel on discutait, Jean-François. C'est voilà, exactement sur le même exemple des jeux vidéo. Les jeux vidéo, effectivement, c'est une addiction, ça n'a aucun sens, c'est la simulation à disparition du réel. Oui, mais pourquoi, malgré tout, nos jeunes ados se passionnent à un moment donné de leur existence pour ces jeux vidéo? Il y a quand même quelque chose qui les aide à grandir, parce que c'est un ordre de la simulation, on a plusieurs vies, on peut se planter, dans un monde qui est par ailleurs anxiogène, bon, ça peut aider. Voilà, donc, essayons de voir ces ressources qui permettent effectivement, indépendamment de tout point fixe transcendant extérieur ou antérieur, hein, antérieur, extérieur ou antérieur, et bien de trouver en nous-mêmes des ressources, elles sont puissantes, mais elles sont à identifier. Et c'est vraiment une tâche extraordinaire. Enfin, voilà, j'aime mon métier de ce point de vue. Surtout que le travail de déconstruction va loin avec Jean-François, il nous dit « La déconstruction a fêté un bal des adieux à tout ce à quoi l'homme s'est identifié dans son histoire. L'adieu à l'âme, l'adieu au corps, l'adieu au sujet, l'adieu à l'œuvre, l'adieu au monde, l'adieu au sens, l'adieu à Dieu, enfin qui sonne le glas des meurtriers. L'adieu à ce qui faisait la substance de l'humanité, cristallisé dans son idée, est en même temps l'adieu à l'humanisme et en son cœur l'adieu à la condition humaine. » Ah, c'est sublime, franchement, c'est une phrase c'est magnifique, mais en même temps on se dit comment va-t-on sortir de cela? Il faut dire adieu à tout, et en plus il va encore plus loin. Rien ne semble résister au travail de la taupe qui a sapé les principes sur lesquels reposait la civilisation. Oui, mais pardon, il faut être complet là. Pardon, Oui, pardon. Non, juste, alors, je finis à ta place, mais c'est pas honnête. Il faut être complet dans cette histoire. On ne pourra jamais effiler l'humain puisque c'est l'homme lui-même qui enfile à chaque moment le tissu. Je veux dire, on peut dire tout ça à condition de rappeler quand même, et ça c'est l'ironie, les gens, moi je ne sais pas comment la comprendre en fait. Je ne sais pas si c'est un espoir, si c'est un constat de puissance, non pas un constat d'impuissance, mais un constat de puissance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a beau se nuire, on n'y arrive pas. Il y a quelque chose en nous qui résiste à ça. Il y a quelque chose en nous qui résiste à cette pulsion destructrice. D'ailleurs, paradoxalement, il n'est pas exclu de penser que le désir que nous avons de tout déconstruire ne soit pas l'expression d'une surabondance. Il y avait, paradoxalement, à chercher, mais au sens où
où on le trouve difficilement comme chez Camus. Enfin, il y avait, je crois, à chercher les linéaments, non pas d'un espoir, mais d'une sorte de... Je ne parlerai même pas d'optimisme, mais je parlerai de confiance dans le travail de Jean-François. En tout cas, on peut le lire aussi comme un élément, voilà, comme un penseur confiant. Il y a quelque chose de confiant là-dedans, dans cette ironie chaleureuse. De toute façon, il y a un appel à une reconstruction, qui, une fois qu'on a fait l'état des lieux et le bilan... Oui, il y a un constat de l'incapacité où on se trouve de tout déconstruire. À un moment donné, on trouve notre propre limite. On ne peut pas tout déconstruire. De la même façon, le baron Munchausen, on ne peut pas tout déconstruire. Il y a un moment, la déconstruction résiste au fait que celui qui déconstruit, qu'est-ce qu'il fait de lui-même? Est-ce qu'on est dans les chemins qui mènent nulle part? Heidegger. Je ne l'avais pas encore évoqué, donc je me permets d'y venir. J'aimerais bien justement intervenir ici. Je crois que ce qui est soulevé ici, c'est le rapport finalement au platonisme, de Camus au platonisme. Vous avez opposé Platon et Camus, je crois. Mais un certain platonisme... J'ai regretté de l'avoir fait, avant de lire Jean-François. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la déconstruction n'est pas si étrangère que cela à la construction, au sens où il y a dans la construction, la déconstruction, un double mouvement de réditus et de catastrophe, de chute à partir d'un principe inaccessible et d'un retour à ce principe inaccessible qui fait qu'on est toujours sur un chemin qui se transforme en but et qui fait que les chemins sont justement des chemins qui ne mènent nulle part. Pourquoi? Parce que ce principe vers lequel on tend et qui est exprimé par Camus sous la forme d'une incapacité à s'unir au monde, ce monde, n'est-ce pas, l'absurde, c'est le divorce entre mon aspiration à m'unir au monde et cette incapacité à ce monde qui me nie. Et bien ce monde camusien sensible est un peu la figure renversée, Nietzsche dans ce sens, d'un platonisme renversé. Ce monde, le monde de Platon, le monde intelligible de Platon, unifié par le monde unifié par des idées, parmi lesquelles justement ces idées, il y a l'idée d'unité qui doit unifier, est un principe inaccessible. Et ce qui fait qu'on n'arrivera jamais à la source qui est l'origine de cette chute dans le monde, de la multiplicité qui me nie. Mais c'est quand même extraordinaire parce que c'est un platonicien qui assume le chaos et c'est un camusien qui ne renonce pas au sujet.